vous avez dit que ce sujet tracasse, vous interpelle. Comment s'appelle déjà le sujet? Là, des leçons sans crise avec un point d'interrogation. Mais pour pas vous faire des faux espoirs, si jamais quelqu'un il sera ici, peut-être qu'il aura un problème avec son garçon ou sa fille adolescent ou adolescente avec un problème. Et si vous êtes venu ce soir pour dire, bon, le rabbin, il va sûrement traiter les problèmes qui concernent ma fille ou mon élève, et il pense qu'il va sortir ce soir avec le conseil d'un professionnel, alors je ne voudrais pas faire de faux espoirs, je ne suis pas un professionnel, et le cours ce soir peut-être ne résoudra pas le problème devant quelqu'un qui pourrait se trouver. Et celui qui a besoin d'aide d'un psy ou un aide d'un professionnel d'éducation, ce qui est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, même les enfants qui sont bien dans leur peau et même les parents qui sont bien dans leur peau, ils ont besoin aussi d'une aide d'un psy. Aujourd'hui, tout le monde a besoin aussi. Je pense qu'il n'y a personne qui a la tête tout à fait droite sur la tête, sur les épaules. Mais s'il y a un problème... Je pense que c'est les psys qui ont besoin de l'eau. C'est les psys qui sont malades. Je crois, voilà. Qui a été avant moi. Il est le contraire, les psys aussi doivent aller chez le psy, ça c'est contradictoire. Ce qui n'excuse pas. Bon, alors en tout cas, c'est pas forcément qu'il va sortir, et le cours ce soir n'est pas forcément va épargner d'avoir une aide personnalisée pour un problème personnel ou un problème spécifique. On va simplement essayer de survoler un petit peu globalement. Alors là, des leçons sans crise. Alors il y a ici deux mots et un point d'interrogation derrière. D'abord l'adolescence. Il faut définir un petit peu quelles sont ses spécificités. Et après en crise, est-ce que vraiment il y a une crise? Est-ce que la crise se trouve chez l'adolescent? Est-ce que la crise elle est inéluctable? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique pour notre génération? Vous avez dit qu'on voit même dans des bonnes familles, il y a des cas où ça tourne par an, en effet. Est-ce que c'est seulement aujourd'hui ou ça existait autrefois aussi? Sûrement ça existait autrefois aussi, sinon on n'aurait pas eu ce qui se passe aujourd'hui. Ça a toujours existé. Peut-être aujourd'hui, en effet, la crise elle est plus accentuée. Et c'est intéressant à savoir pourquoi. Pourquoi c'est intéressant à savoir pourquoi? Parce que si jamais on voudrait trouver une solution, ça vaut la peine de connaître un petit peu le dessous. Et s'il y a une solution à chercher, où trouver la solution? À quel moment trouver la solution? Est-ce que trouver la solution pendant l'adolescence? Ou peut-être préparer déjà ça avant, quand l'enfant il n'arrive pas encore à l'adolescence, quand il est encore petit, quand il est un enfant, à quel moment chercher déjà à prévoir une politique intelligente? C'est une politique qui prévoit, et les parents qui ont des enfants, ils doivent prévoir les éventuels problèmes. Mais la question elle est, est-ce que si jamais il y a une crise chez les adolescents, est-ce que c'est une crise spécifique pour eux ou c'est une crise globale? Globale dans le monde, tout ce qui concerne l'être humain, aujourd'hui la société, que ce sera la société globale dans le monde ou que ce sera juif, et juifs, et si nous allons nous concentrer plus sur les juifs qui sont, disons, proches de la Torah, ou dans la Torah, ou proches de la Torah, ou très proches de la Torah, très forts dans la Torah, évidemment, il y a aussi des problèmes, comme vous avez dit. Et quelles sont les solutions? Quels sont les problèmes? Les problèmes peuvent venir de différentes façons. Il y a différentes choses qui se entremêlent chez les parents, chez le père,
chez la mère, le rapport entre le père et la mère, les enfants quand ils étaient petits, quand ils ont grandi, ça peut être à l'école, des voisins, des voisines, des fréquentations. Et après, les choses spécifiques qui arrivent quand on arrive à l'adolescence, les transformations dans le corps, les transformations de fréquentation, les transformations dans les idées, dans l'horizon qui s'ouvre à chaque adolescent avant d'arriver à l'adulte et se faire un chemin, le chemin qu'on voudrait marcher dans la vie. Il y a cet espace entre l'enfance et l'adulte. On appelle en hébreu, ça s'appelle Bachur. Smach Bachur beyaldutecha, Bachur. L'adolescence s'appelle Bachur. Quand on est enfant, ça s'appelle un Yelet, un enfant. Quand ils sont adultes aussi, ne peuvent pas choisir. Ils n'ont pas appris à choisir. Alors d'après, il y a des adultes enfants qui ne sont pas capables de choisir. Des fois, on voit des enfants, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ne sont toujours pas mariés. On demande pourquoi ils ne sont pas mariés. Ils n'ont jamais pu choisir avec qui se marier. Et des fois, la raison elle est que les parents, ils n'ont pas laissé l'adolescence comme il faut. Ils n'ont pas laissé les enfants choisir. Alors les enfants ne sont pas capables de choisir, alors ils ne choisissent jamais. Ça peut être pour un chidour, ça peut être pour un métier, ça peut être pour d'autres choses. Il faut que l'enfant ait choisi. Mais les parents, ils ont peur que les enfants aient choisir mal. Alors il faut donner une éducation aux enfants, que les enfants peuvent choisir. Maintenant, il faut bien choisir. Des fois, les enfants, ils veulent pile le contraire des parents. Quand on arrive à l'adolescence, pour bien définir, c'est que souvent les enfants, il y a différents cas, évidemment, mais souvent les enfants, quand ils sont petits, ils pensent que leurs parents sont très bien. Bon, j'aime que c'est pas comme ça. Pas toujours ils pensent comme ça, des fois ils pensent le contraire. Mais disons, dans la majorité des cas, ils font confiance aux parents, et à plus forte raison, les parents sont gentils, et s'ils sont bien ordonnés, ils font confiance aux parents. Mais il arrive à un moment où les enfants, ils voient d'autres choses. Et des fois, ils sortent un petit peu de cette enfance. Et le père et la mère n'ont plus la même image chez les enfants comme ils étaient petits. Et des fois, ils trouvent des défauts chez les parents. Des fois, ils trouvent des gens qui pensent autrement. Et ils commencent à comparer ce que d'autres disent à ce que les parents ils disent. Et des fois, les enfants ils pensent que d'autres personnes ont d'autres idées et d'autres manières de vivre ou d'agir ou de réfléchir. Peut-être c'est mieux. Et des fois, ils pensent que les parents ils sont à côté de la plaque.
Et quand les enfants ils voient ça, après, des fois, il y a une rébellion à la maison. Et cette rébellion, les parents intelligents, ils doivent savoir comment gérer. Que dans le cas où c'est vrai, que Emmett, mon fils, ma fille vient de découvrir peut-être des gens plus intelligents que nous, peut-être des gens plus religieux que nous, peut-être d'enthousiasme. Quand on arrive à l'adolescence, des fois on est enthousiaste, des fois on devient idéaliste, on entend des idées. Alors les parents, ils doivent l'entendre. Et peut-être en effet, il y a des gens plus idéalistes que nous. Des fois les parents, ils comprennent que les idées que les enfants ils développent sont des idées que les parents connaissent très bien, mais ils connaissent aussi la deuxième partie de l'affaire. Des fois, les enfants, ils sont pris, oh là là, c'est super bien, et papa et maman sont encore arriérés, ils ne comprennent rien. En vérité, les parents, ils comprennent très bien. Je sais, je connais ce mouvement, je connais ses idées, et je sais à quoi ça aboutit. Il y a des bonnes choses dedans, il y a des mauvaises choses dedans. Dans ce cas-là, c'est aux parents de les guider. Éventuellement de lui dire c'est une bonne chose ce que tu choisis. Mais sache aussi que derrière aussi il y a des points qui ne sont pas forcément bien. Et l'enfant peut-être il se révèle, non, j'en super bien et tout. Alors il faut aider aux enfants de choisir, c'est bien. Il y a d'autres choses qui sont moins bien, il faut voir comment ça s'embrique. Après l'enfant il va choisir, il va suivre le chemin de ses parents, il va choisir. Peut-être suivre un autre chemin. Il y a des enfants qui sont têtus, ils veulent à tout prix suivre un autre chemin, des fois jusqu'ils se cassent la figure. Après, il revient, il va voir en vérité, papa et maman, ils avaient raison. Mais des fois, il y a des idées farfelues que les enfants ils amènent à la maison qui sont tellement nuisibles que si on laisse faire les enfants, après, il y a des choses qui peuvent être graves, spécialement aujourd'hui, à notre époque. Que les portes ils sont plus ouvertes qu'autrefois, et les fenêtres aussi, et les moyens de communication, ils sont 10 fois plus, et 20 fois plus, et 100 fois plus qu'autrefois, et les influences et les idées viennent de tous les côtés, et du moment qu'un enfant, un adolescent, il ouvre les yeux, il ouvre les oreilles à d'autres choses, il découvre pas comme autrefois quelque chose un peu différent de lui, mais il peut découvrir d'un coup des mondes chaotiques, des idées les plus farfelues, on peut découvrir aujourd'hui, spécialement quand on arrive dans l'adolescence. La transformation du corps n'amène pas seulement il faut que je choisis, n'amène pas seulement un horizon plus large de ce qu'on a vécu quand on était enfant, mais après il arrive aussi la force d'attraction qui prépare un garçon et une fille plus tard de se marier. Donc il y a une force d'attraction entre un garçon et une fille, ou une fille entre un garçon. Et là aussi, et ça c'est un sugya qu'il faut analyser, c'est un sugya qu'il faut préparer pour les enfants, où il faut guider, où il faut aider pour qu'il n'y ait pas de faux pas. Et là, quand il y a des faux pas, des fois, ce sont des faux pas qui sont des fois difficiles à remettre dans les bonnes routes. Une fois qu'on fait un faux pas, il faut revenir. Mais pas toujours c'est facile. Mieux vaut d'éviter. Et ça, c'est une des problèmes. Peut-être c'est le problème le plus courant aujourd'hui. Les bêtises que les adolescents y font, c'est à notre époque, ça dépasse tout entendement. Et beaucoup de choses sont faites dans la société à cause des gens qui veulent gagner d'argent, qui veulent faire des films, qui veulent vendre du papier, qui veulent vendre des films. Alors toutes sortes d'absurdités gravissimes, tragiques, se traînent partout. Et c'est facile à faire en rencontre avec des choses complètement perturbantes. Et ça, il faut que les parents, ils doivent être vigilants et ils doivent conseiller et préparer toutes ces transformations afin de pouvoir guider son garçon et son fille à bon port de rentrer dans l'âge adulte avec les 248 membres en bon état. Alors, ça c'est le programme
Maintenant, il y a plusieurs choses dans l'adolescence qui doivent être analysées. La première des choses, disons, c'est un adolescent passe une étape d'une insécurité. Les changements des idées pour rentrer dans le monde adulte, ça crée des différents chemins, des différentes idées qui créent une insécurité et des fois une peur. Et ça, il faut aider à vaincre la peur. La peur de quoi? La peur de sortir de son cocon. La peur de sentir qu'à un moment, viendra le moment que je serai obligé de prendre sur mes épaules la charge de me nourrir. Un jour, je serai grand, je serai marié, j'aurai une famille, je dois nourrir ma famille. Est-ce que je serai capable de nourrir ma famille? Ça, c'est un souci. Un enfant de 8 ans ne se casse pas la tête. Un enfant de 8 ans, il a à la maison, normalement, si ses parents ne sont pas des SDF, il a des parents qui le nourrissent, il a où habiter, il a tout ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Mais après, quand il a 15 ans, il s'est dit bientôt j'aurai 20 ans, je vais me marier, et il faut que je trouve Parnassa. Est-ce que je trouve? Est-ce que je trouve pas? Et il entend autour de lui, et on parle de chômage et de difficultés d'insertion, et il faut avoir des diplômes et des autres diplômes, et il y a des gens qui ont bac plus 4 et bac plus 5, et ils ne trouvent pas de Parnassa, ils ne peuvent pas voler sur leur... Et il arrive dans un monde, il voit une vision, oh là là, je ne sais pas si je vais réussir, et il reçoit peur, et il ne dort pas bien la nuit, et il est perturbé. Oui, ça c'est le chemin normal de quelqu'un. Et quand on a peur, il y a un proverbe qui dit « La peur n'est pas le meilleur des conseillers ». Quand on a peur, souvent, on ne prend pas la bonne décision. La peur, des fois, il est exagéré. Il est injustifié. Il y a toutes sortes de peurs, il y a toutes sortes de phobies. Il y a des gens qui ont une phobie. Quand je parle ici, c'est pour un garçon normal, une fille normale, qui n'ont pas des phobies spéciales, qui n'ont pas des écarts de problèmes. Mais chacun, quand il arrive à l'adolescence, commence à avoir peur un peu. Il arrive dans un monde d'insécurité. Il voit le monde adulte déjà avec plein de problèmes qu'il ne savait pas quand il était petit. Il ne l'a pas remarqué. Il l'a entendu des fois. Un enfant de 10 ans aussi peut entendre qu'il y a le chômage, mais ça ne lui dit rien, ça ne lui parle pas. Mais quand il grandit, ça commence à lui parler. Ouh là là, je ne sais pas comment je vais me débrouiller dans ma vie. Ça, c'est même quand quelqu'un il est en bonne santé mentale et bon cadre de famille. Mais des fois, il y a des enfants qui ont déjà, depuis leur petit âge, des peurs et des phobies. Il y a des enfants qui ont des parents qui pleurnichent. Ouh là là, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Il y a des parents, ouh là là, tu ne trouveras jamais de Parnassa. Ouh là là, tu es nul à l'école. Et ouh là là, tu vas tout rater. Il y a des fois des enfants, quand on les a programmés à l'échec, on les a programmés à avoir peur. Et plus qu'ils grandissent, ils ont encore plus peur. Et ça peut donner toutes sortes de comportements. Le comportement, des fois, des enfants qui s'enferment, qui ne parlent plus, toutes sortes de déviations de la normalité à cause de la peur. Les phobies peuvent devenir grandes à tel point qu'il y en a qui ont phobie d'aller dans un métro, phobie d'aller dans un ascenseur, et à toutes sortes de phobies qui peuvent se développer. Mais parlons pas dans ces cas-là, un trouble, quand quelqu'un a un trouble. Parlons dans les cas classiques, il n'y a pas de trouble, mais normalement, il y a la phobie. C'est l'histoire de Chumash, d'un Ben Sorer Mouré, un garçon qui vole de l'argent chez son père, et il s'achète de la viande, il s'achète du vin, il se saoule, il est goinfre, et les parents, ils essayent de le remettre sur la bonne route, ils l'amènent au beddin, on le frappe, on l'éduque, machin, rien n'est fait, et le type, il est voleur. La Torah nous raconte, à la rigueur, les parents, ils peuvent l'amener au beddin, on peut le lapider, c'est le cas de Ben Sorer Mouré.
Moutav Shemut Zakai, Valimut Chayav. Mieux vaut qu'à 13 ans il meure quand il n'a pas fait de meurtre, mais quand on voit qu'il est déjà alcoolique à 13 ans, il se drogue avec l'alcool déjà à 13 ans, ça y est, il va grandir, il va devenir un bandit de chemin. Alors mieux vaut, oh, ça existe, bon, ça n'a jamais été pratiqué, la Gemara nous raconte, ça n'a jamais existé dans la pratique, mais la Torah nous raconte ce cas-là pour apprendre, pour avertir les parents la gravité quand l'enfant commence à devenir drogué. Ça, la Torah, elle a prévu ce que se passe aujourd'hui au 20e et 21e siècle, cette maladie qui s'appelle la drogue, les enfants qui essayent de se saouler, qui essayent de trouver un plaisir ou un oubli, ou fuir devant ses responsabilités, ils se saoulent. Mais dans cette souga de Ben Sorer Moré, il y a un halakha, dans la Gemara, il faut bien analyser. Le din de Ben Sorer Moré existe seulement dans l'adolescence entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. Comme ça dit la Gemara. Entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'avant 13 ans, c'est un enfant, un petit. Donc évidemment, quand il est petit, il n'est pas condamné. Seulement par de la bar mitzvah. Mais pas à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Pourquoi? Parce qu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, il est capable de devenir un père déjà. Et quand on est capable de devenir un père, la Torah nous dit Ben Sorer Moré. Ben Velo Av. Pas seulement s'il est père, pas seulement s'il a 15 ans, il a déjà un enfant, il a une petite copine qui lui a fabriqué 3 kilos de chair à l'hôpital. Non, pas seulement ça. Même s'il n'a pas de copine, mais il aurait pu être papa, il n'y a plus le din de Ben Sorer Moré. Il n'y a plus ce din. Comme ça dit la Gemara. Quel est le pshat de cette Gemara? S'il est père, la Torah condamne un fils, pas un père. S'il est père, même s'il vole, et il boit d'alcool, il vole chez son père l'argent, et il est alcoolique, on ne condamne pas. Pourquoi? Il est père. Et même s'il n'est pas père, mais il aurait pu, à partir de 13 ans et 3 mois, il peut être père. Le fait qu'il peut être père, ça y est, c'est comme s'il est père. Quel est le sens de cette Gemara? Pshat Pashut de la Gemara est comme ça. C'est l'idée que je viens de dire que dans l'adolescence, souvent les enfants sont déstabilisés parce qu'ils ont peur. Comment je vais fonder une famille? Comment je vais nourrir ma famille? Et ils ont une telle peur des fois, ils ne dorment pas la nuit. Et ils ont un examen à faire. Ils ont peur de rater l'examen. Il y a des parents qui ne sont pas toujours très bienveillants, pas toujours, conseillent pas toujours bien. Si tu rates cet examen, tu sais, c'est très grave, tu vas rater l'année, ce sera grave, et tu vas rater le bac, et tu n'auras pas de parnassa. Des fois, les enfants, ils prennent les paroles de leurs parents beaucoup plus fort que ce que les parents ils voulaient dire. Les parents, ils ne voulaient pas dire grand-chose, ils voulaient faire un peu peur. Mais les enfants, ils peuvent grandir cette peur 10 fois, 50 fois plus. Et l'enfant peut, oh là là, j'aurais pas parnassa, et je serai un SDF, et je vais mourir de faim. Ça peut travailler. Il a tellement peur, il ne sait plus quoi faire. Jusqu'il a un copain, le copain il a du cognac, il a du vodka, il commence à boire du vodka. Il devient alcoolique. Pour fuir, pour oublier. Ou aujourd'hui, ça s'appelle, on va fumer un joint, du marijuana, elle va se calmer. Là, les gens qui fument aujourd'hui dans les lycées Goy, les enfants qui sortent à 13-14 ans, il y a toujours des jeunes gens en bas qui, la première cigarette avec marijuana, c'est toujours gratuit. Distribue aujourd'hui dans le lycée, ça distribue gratuitement, la première, deuxième est gratuit. Et quand l'enfant, c'est bien, on est bien. Ah, il a oublié le souci. Ce que la Torah nous raconte, on n'est pas Ben Sorer Moré quand on peut devenir un père ou quand on est père. Parce que quand on est père, jeune, et on est déjà père, ou peut être père, on peut être père, la peur est justifiée. Et la fuite vers l'alcool, d'une certaine manière aussi, est justifiée. La Torah ne fait plus Ben Sorer Moré. C'est Ben Sorer Moré, c'est qu'avant qu'il peut être père, où normalement ça ne devrait pas encore le tracasser.
Quel est le moussar askel de cette halakha? Il faut faire attention de ne pas foutre la peur dans la tête des enfants. Il faut accompagner les enfants avec bitachon, avec confiance. Il faut élever les enfants, il faut les amener à travers l'adolescence avec un regard positif, avec un regard Hashem Ya'azor, avec un regard tu es capable. Et ça, c'est vis-à-vis de Parnassa et vis-à-vis d'autres peurs aussi. La peur de transformation du corps ou la peur, toutes sortes de peurs et des agressions qu'on peut être exposé. Il faut que l'enfant, il faut que les parents lui mettent dans la tête qu'ils ont confiance en lui, qu'il va maîtriser les situations. Il faut leur donner de la confiance en soi, étant donné que la confiance en soi pendant l'adolescence peut être atteinte par la nature. Ce n'est pas seulement pour les adolescents, ça peut être à l'enfance aussi, ça peut être des adultes aussi. Je vais prendre ici un exemple classique qui va venir dans 2 semaines dans la Torah. Tout le monde connaît l'histoire. Yosef, quand il était jeune, son père lui a fabriqué une tunique. Une tunique très spéciale, ça s'appelle en français Ketonet Passim. Vayas lo aviv Ketonet Passim. Non, cette tunique, elle a apporté la jalousie. Et les frères, ils voulaient le manger vivant, ils voulaient le massacrer. Tout le monde connaît l'histoire. À tel point que la Gemara dit de Olam al Yeshane Adam ben Habanim, שעל משקל 2 סלעים שעשה אביו ליוסף, ידעו אבותינו ממצרים. Un homme ne doit pas faire des différences entre ses enfants. Tu as plusieurs enfants, il ne faut pas un enfant avantager, un enfant donner des louanges, un enfant lui dire tu es le meilleur, acheter des cadeaux et pas aux autres, ça crée la jalousie. Il ne faut pas faire. La preuve, Yaakov, il a acheté une tunique à Yosef et pas aux autres frères. Les autres frères, pas, ils avaient même pas une tunique, ils n'avaient même pas des chaussures. Ils marchaient pieds nus, c'était des va nu-pieds. Marqué dans Hamas. Quand ils ont vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils ont allé acheter des chaussures. Ils n'avaient pas des chaussures. Yaakov, il a éduqué ses enfants à la dure. Nous sommes des simples. On n'est pas des... je ne vais pas vous éduquer à la milliardaire. Il était milliardaire, Yaakov, mais vous oubliez l'argent. Il les a éduqués à la dure. Mais on n'a pas besoin des chaussures, on marche pieds nus. Sauf Yosef. Yosef, c'est un roi. Il a un habit royal, il a un prince. Mais si tu crées quoi? Yaakov ne savait pas ce que chaque père, il sait qu'il ne faut pas faire des différences. Yaakov n'a pas prévu. Quoi, tu vas dire que Yaakov n'était pas si intelligent. Mais il l'a vu avec ses yeux. Les frères, ils sont venus. Et Kanebo et Chav, ils sont venus chez ce père. Mais il raconte ce Yosef, il raconte ses rêveries là, avec ses étoiles. Et Yaakov, il a vu. Il a vu qu'il ne supporte pas. Et il a continué. Yosef, il a sa tunique. Mais ici, il y a quelque chose de très important, c'est un grand moussar askel. Rashi raconte déjà Ben Zekunim Hulo. Pourquoi il a fait un tunique qui Ben Zekunim Lo? Yaakov et Yosef, qui Ben Zekunim Hulo, parce que c'était son Ben Zekunim. C'est pour ça qu'il a fait c'est quoi Ben Zekunim? Il y a beaucoup d'explications. Une explication, il lui ressemblait, qu'il savait que le destin de Yosef sera le même destin que Yaakov. C'est quoi? Comme lui, Yaakov était obligé de fuir devant son frère Esav, il a vu que Yosef, il doit aussi fuir ses frères. Il sera seul. Il sera seul dans un autre pays. Il sera dans un pays parmi des goyim. Il sera provoqué. Yaakov, il a prévu, il savait qu'il est beau, Yosef, il est roi. Il est tellement beau, il va être provoqué. Il y aura après Madame Botifera, elle est venue, elle a fait son cinéma devant Yosef. Et Yosef, il est resté tzaddik. Yosef, il est resté tzaddik, il n'est pas tombé. Comment il n'est pas tombé? D'abord, on nous raconte qu'il y avait un jour qu'il avait une faiblesse. Un jour, Vaï Ayom, et ce jour-là, Yosef, il a craqué. Il a dit, aujourd'hui, je vais fauter. Et il n'a pas fauté. Pourquoi? Parce qu'il a vu son père.
Il a vu l'image de son père, et son père il a dit, dis-moi Yosef, tu veux que sur le Choshen, sur les 12 pierres, sur que Kohen Gadol, il porte Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, tu veux que Yosef il manque? Yosef lui dit, non, moi je ne veux pas qu'elle manque. Je ne faute pas. Et voilà, et il se sourit. Comment le père il est venu? C'est marqué, le père il est venu par la fenêtre, il se présentait à Yosef. Comment le père il est venu? Il est venu par la fenêtre, il s'est présenté, il a envoyé une photo. Bon, aujourd'hui, avec l'iPhone, il n'est pas difficile. Il peut voir son père. Mais je ne sais pas si Yosef il avait un iPhone. C'est marqué que le père lui a acheté un Ktonet Passim. C'est pas marqué qu'il a acheté un iPhone. Je ne suis pas sûr qu'il a acheté. Châtilé que Yaakov lui a acheté. Yaakov a fait rentrer dans la jeunesse à Yaakov l'idée, moi papa je fais confiance en toi. Toi tu es un prince. Toi tu es extraordinaire. Toi je t'aime super. Je t'aime plus que les autres. Parce que toi tu es le meilleur. Toi tu es le meilleur. Il parlait comme la maman tunisienne parle à son fils. Tu es le meilleur. Toi tu vas gagner. Toi tu vas réussir. Toi tu es le prince. Il lui a mis ça dans la tête fort. Et les autres frères, ils disaient, pourquoi lui et pas nous? Chut, ça ne vous regarde pas. Et ils sont jaloux. Et moi, avec Yosef, j'ai quelque chose avec Yosef. Moi, j'ai besoin de vacciner Yosef. Yaakov, il a mis du vaccin. Quand Yosef, il était devant le Nisayon, il a dit, mais papa, il pense que je suis tzaddik. Mais papa, il pense que je suis le meilleur. Je vais le salir avec Madame Potiphar. Je vais le salir. Eh bien, je vais perdre la confiance que papa il a mis en moi. Ah non, je ne fais pas ça. Et je resterai tzaddik. Ça, c'était les calculs, d'accord. Yaakov, il savait, peut-être les frères vont être jaloux, peut-être ils voudront le tuer, peut-être ils voudront le déchirer, je ne sais pas. C'est pas grave. Moi, j'ai besoin de sauver ce garçon. Moi, j'ai besoin de lui donner de la force. Ça, c'est très important. Et ça, les parents, ils doivent savoir, il faut commencer ça avant l'adolescence. Il faut déjà, quand ils sont enfants, il faut leur dire, je vous fais confiance. À plus forte raison, quand il arrive à l'adolescence, quand il risque de vaciller, quand il risque de perdre le pied, quand il avance dans la vie, entre les différentes propositions qu'on lui fait de vivre, je fais confiance que tu vas choisir bien. Et ça, c'est vis-à-vis des agressions qui viennent de ce genre d'agression comme Yosef il avait. Et ça, c'est vis-à-vis de la peur de Parnassa. Les parents qui mettent dans la tête des enfants peur de Parnassa. Tu sais, c'est difficile à gagner la vie. Tu sais, la vie est difficile. Il y a des parents qui se plaignent. La vie est très difficile. Ou une mère qui dit à sa fille, ah, et les accouchements, tu sais, ça fait mal. On conditionne mal. Et après, il y a des femmes, quand elles accouchent, ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Tzadkaniot, lo ayou bepit kashel chava. Peut-être pas vraiment, peut-être un grand colis à la poste, pas comme un lettre. Mais il y en a que c'est facile, il y en a pour d'autres c'est difficile. Il y a des gens que tous dans la vie c'est difficile, tout est difficile. Et on regarde un petit peu en arrière, les parents, des fois les parents, ils ont conditionné les enfants comme ça. Les parents, ils ont dit c'est difficile, et l'accouchement est difficile, et élever les enfants c'est difficile. Et tout est difficile. C'est difficile aussi. Hein? Cuisiner, c'est difficile. Faire le ménage, c'est difficile. Et après, tout est difficile. Après, tout est difficile. Oui. Maintenant, on peut aussi faire autrement. On peut dire qu'il n'y a aucun problème dans la vie. On peut tomber dans l'autre extrême. Tu sais, tout est facile. Tu sais, tout va comme une lettre à la poste. Et spécialement, il y a des parents, quand les enfants sont petits, les enfants ne remarquent pas que les parents ils ont des difficultés. Des fois, les parents ils ont des difficultés de payer l'électricité et le gaz à la fin du mois, ou de payer les différentes choses. Et les parents, des fois, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou pour un autre problème, ou un problème de santé et tout. Et les enfants, ils ne remarquent rien. Parce que les parents, ils disent rien. Ils veulent épargner les enfants. Après, les enfants rentrent dans l'adolescence. Et les parents, ils cachent toute difficulté. Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il y a de problème. Et après, qu'est-ce qu'il se passe?
Si l'enfant arrive, il voit bien un problème, il se trouve bien devant un problème. Chez papa, chez maman, il n'y avait jamais eu de problème. Il n'a jamais eu de problème. Et moi, je me trouve devant un problème. Alors, il ne sait pas quoi faire. Alors, les parents, ils doivent dire des fois aux enfants, tu sais, et nous aussi, on a eu des problèmes. C'est des fois, on avait du mal à payer à la fin du mois. On était obligé de négocier avec le banquier. Tu sais, papa et maman étaient malades une fois. Ah bon, quoi? Un petit grippe? Non, plus qu'un petit grippe. Tu sais, papa et maman, ils avaient... Ah bon? Quand maman était à l'hôpital 3 mois, quand les docteurs, ils ne savaient pas. Oui. Mais, ça nous a aidés. On fait confiance à ça. Ah bon? C'est papa et maman aussi, ça marchait pas tout glatte. Tu sais, on avait des fois des problèmes, et ça, et on l'a maîtrisé. Quand un enfant il est adolescent, quand il arrive à l'adolescence, il faut lui aider de choisir. Il faut lui aider de garder son calme et son bitachon, mais un bitachon qui n'est pas basé sur la naïveté, sur la éviter des connaissances de ce qui se passe. Il faut lui raconter un petit peu ce qui se passe. De la même façon que les enfants ont le droit de savoir comment fonctionne la société. L'enfant, il arrive à l'adolescence, il commence à connaître un peu la société. Et comment elle fonctionne la société? Il y a 3 chemins, grosso modo, de proposer, de présenter la société devant les gens. Soit qu'on fait croire aux enfants que tout le monde il est honnête. Tout le monde est bien, tous les gens sont bien, tous les gens sont honnêtes. Et il y a des parents qui disent à leurs enfants, tout le monde est magouilleur. Ah, c'est tous des bandits, c'est tous des gangsters. Ah, tout le monde vole et tout le monde est gangster, c'est tous des tricheurs. Ces 2 façons, bon, j'exagère peut-être ça n'existait pas des parents qui tout le monde est voleur ou tout le monde est honnête. Mais grosso modo comme ça. Oh, il y a un voleur, mais les gens sont bien. C'est pas exact. C'est pas exactement comme ça. Il y a plus qu'un voleur sur 1000. Il y a plus qu'un tricheur sur 1000. Si on a un voisin un peu tordu, tu as une fille de 9 ans, et ce voisin il donne des bonbons à ta fille et tout, et on dit à la fille, on ne prend pas des bonbons d'un inconnu. Pourquoi? Il y a des gens qui sont... Il y a des gens un peu tordus, un peu malsains. Ils font pas des... Il y a des gens qui ne sont pas très nets dans la tête. Les enfants, les adolescents, ils ont le droit de savoir. Ils sont obligés de savoir. Il faut les avertir qu'il y a des gens tordus. Et quand ils font du commerce, après aussi, ils font un business. Même les jeunes, des fois, ils vont quelque chose. Des fois, la première fois, ils se font rouler comme des ils prêtent, ils empruntent, ils truquent, et des fois, des mauvais rencontres. Pas pour de grandes sommes, mais des fois, il y a des voleurs dans le monde. On peut te détrousser si tu es naïf. Alors, il y a des parents qui, à l'autre, et tout le monde vole, et tout le monde triche, et tout le monde ment. À tel point que les enfants, ils voient quelqu'un, ils soupçonnent en lui, c'est un menteur, c'est un roublard. On fait confiance à personne. C'est pas bon. Ça déstabilise beaucoup. Alors on ne peut plus faire business avec personne, je peux faire confiance à personne. On ne peut pas se marier avec personne. Parce qu'on ne peut pas faire confiance. Le mariage est basé quand on fait confiance. Ceux qui ne font pas confiance, quand quelqu'un il pense que la société elle est mauvaise, c'est très mauvais. Maintenant, nous les Juifs, c'est vrai que nous avons un problème un peu en plus, peut-être une solution en plus, un problème en plus. C'est vrai que nous les Juifs, nous voulons que nos enfants, ils ont une hiérarchie dans la tête. Il y a le monde juif, il y a le monde goy. Avec le goy, on ne se marie pas, nous ne sommes pas, nous faisons partie du peuple élu. On n'est pas là pour se marier avec des Knaaniotes et des Chitiotes et des... Il y a une hiérarchie. Mais à l'intérieur des Juifs aussi, si on est un Juif religieux, il y a des religieux et des Juifs qui ne respectent pas la Torah. Et ça... On ne peut pas être un ami d'une fille, d'un garçon qui se marie le Shabbat et où on ne mange pas kasher.
Et si on va en restreindre encore un peu plus, et même s'ils mangent cachère, et même s'ils font Shabbat, mais ils font comme ça, Shabbat à la légère, bon, traditionnaliste et tout. Et nous voulons que ce sera mieux. Donc, alors aussi, il faut savoir comment dire des choses comme ça. On peut lui dire, les autres valent rien. Ah, c'est tous des frailles. Ah, tout le monde sait, ils ne sont pas religieux, ils valent rien. Attention, qu'est-ce qu'on dit? Peut-être il n'est pas très religieux, il peut même avoir des qualités, mais il ne faut pas Shabbat. Donc peut-être des qualités de cœur, ils sont des gens bien, mais ils sont ignorants, malheureusement, ils ne font pas Shabbat. Donc, on a pour manger. C'est pas une fréquentation pour nous, et lui, il a le radio Shabbat, il a la télévision, c'est pas nous. Pas que c'est des bons juifs, peut-être, dans le cœur, mais dans la pratique, on ne peut pas, donc on fait. Il faut savoir comment on le dit. Chaque chose, il faut savoir, il ne faut pas éduquer les enfants. Et tous les goïms, ça ne valent rien. Et des fois, j'entends comme ça. Les goïms n'ont pas de neshama. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, les goïms n'ont pas de neshama. Tu dis ça à un enfant, il te croit quand il a 8 ans, quand il a 10 ans, quand il te croit, papa a dit. Quand il a 15 ans, il dit, le goïm n'a pas de neshama. Et il va être à l'école goïm, il est intelligent, il est gentil et tout, il n'a pas de neshama. Et il ne voit pas la différence. D'ailleurs, c'est faux parce que c'est marqué dans Chumash le contraire. Quand il y avait le Maboul, qui est mort dans la Maboul? Des Juifs ou des Goyim pendant la Maboul? Hein? Les Goyim, il n'y avait pas de Juifs. Et le Chumash il dit Kol asher nishmat ruach chaim ba'apav metu. Tout ce qui a nishmat ruach chaim dans son nez, il est mort. Donc la Torah appelle les Goyim nishmat ruach chaim ba'apav. Donc la Torah c'est marqué noir sur blanc que les Goyim aussi n'ont neshama. Une fois j'entends, les goïs n'ont pas de prira, les goïs ne peuvent pas faire teshuva. Les goïs ne peuvent pas faire teshuva. Et Jonas la baleine, quand il est parti à Nineveh, vous connaissez? Et on a Yom Kippour, il est parti où? Dans une ville goï ou une ville juive pour prêcher et faire teshuva? C'est une ville goï, il a demandé de faire teshuva, ils ont fait teshuva. Quand un goï ne peut pas faire teshuva, il y a des fois comme ça des paroles qui sortent, qui déforment la vision. Pas déformer la vision. Il faut donner des indications justes. Il faut donner une vision juste de la vie, une vision juste de la société, les avertir des dangers. Oui, les autres, quoi, le voisin, la voisine, ils regardent des films? Oui, ils ont la télé, oui. Pourquoi chez nous, il n'y a pas de télé? Il y a certains films qui ne sont pas bien. Oui, mais mon voisin, il a dit qu'il y a un truc sur les animaux. En Afrique, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Il y a des films très éducatifs. Alors, je veux aussi voir. Oui, il y a des films très éducatifs. Il y a des bonnes choses. Et sur Internet, il y a tout. Il y a tout et le contraire. Il y a des très bonnes choses. Et que pour acheter le billet, c'est plus facile d'acheter un billet de train sur Internet que de faire la queue à la gare. Oui, ça peut. Et encore mille autres choses qu'on peut profiter. Mais, sache qu'il y a des films qui ne sont pas bons. Et ces films qui ne sont pas bons, ils ouvrent la porte du Guéhinam très facilement. Ça glisse. Il y a une pente glissante. Il y a de l'huile, il y a un toboggan très facile. Waouh! Et les gens qui tombent dedans. Ah, c'est ça. Il y a un garçon dans ma classe, il est bizarre. J'ai entendu ça. Fais attention. Il est bizarre. Oui, un truc. Ah, c'est ça que j'ai entendu. Ah, il y a ma fille, elle est à l'école, elle a une copine, elle a 16 ans. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai rien compris. Fais attention, ma fille. Alors, les enfants, ils ont le droit de savoir qu'il y a une pente. Que si on ne fait pas attention, on glisse beaucoup. J'ai dit qu'il y a des bonnes choses. Il faut que tu choisis. Maintenant, la question que tout le monde demande, je n'ai pas de réponse. La question que tous les parents ils demandent, et que tous les parents se cassent la tête, et les rabbinim se cassent la tête, et on ne sait plus quoi faire. Il y a des addictions. Des addictions.
Elle peut avoir une addiction à une drogue, peut-être une addiction à l'alcool, peut avoir une addiction à... Aujourd'hui, il y a une nouvelle addiction. Addiction au portable. Addiction Internet. Des choses bizarres. Je reçois des téléphones des femmes qui disent, mon mari, il arrive le soir à 8h, il se met sur Internet jusqu'à 2h, 3h la nuit. Mais 1, 2, 3, chaque semaine, je reçois un téléphone comme ça. Des gens qui travaillent, des gens demi-religieux, des gens religieux, des femmes, quelqu'un qui est au collège, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il est au collège, le soir, il est jusqu'à 2h la nuit. Hein? Il est au hammam le soir. Une maladie, ça devient une maladie. Moi, j'avais des enfants, ils arrivent à Mincha, ils ont l'iPhone pour faire Mincha. Dans la Amida, mais après ils font la Khazara, ils regardent aussi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est qu'ils regardent les infos et les matchs. Pendant qu'on fait la Amida, il a le Sidour. Après c'est fini, t'as fini, il a fait c'est Shalom. Et lui il fait Kaddish et tout, il regarde, et le copain aussi il regarde. Qu'est-ce que vous regardez vous? Ils veulent suivre mot par mot. C'est bon, tu jettes un coup d'œil, tu vas. Il est en train de voir les buts que met ici. Pendant la Khazara. Il faut leur apprendre qu'il ne faut pas avoir le portable à la synagogue. On entend sonner tout le temps le portable. L'autre, il prend le portable, il fait la Hamida, il regarde son portable. Ah, c'est là qu'il a appelé, celui-là. Je les vois. Et c'est des gens haridim et des gens machinim. Hein? Alors. D'accord. On n'a pas dans la choule. De toute façon, il faut payer 50 € ici pour le collège quand ça sort. Très bien. Et on sort. Ça y est, on a le... Il y en a des gens qui se promènent dans la rue avec les trucs. J'ai vu, cette semaine, j'étais dans la voiture, j'étais au feu rouge, avec un gars à côté, il avait une télévision dans la voiture. Et il était au feu rouge, j'ai regardé. Maman, sakanat nafashot, c'était bien. Non, mais après à la maison, c'est une addiction. Quoi faire contre cette addiction? Quoi faire? Évidemment, il faut éduquer les enfants. Que même si quelqu'un ne regarde pas des mauvaises choses, mais il faut pas que ça devienne, il faut faire des limites. Chaque chose, il faut faire des limites. Comme pour la nourriture, il faut faire des limites. Après, Shalom, il avait la coutume, quand Hanouka et Ashkenazim, ils donnent de latkes. C'est quoi? C'est des pommes de terre frites sur la poêle avec un peu du sel. C'est un bon. Des latkes. Alors la règle disait comme ça. Enfin, qui disait latkes, ça se mange sur la montre. Maintenant, 5 minutes, on mange les latkes. Après, on arrête. Alors, on fabrique des latkes, tous les enfants ils mangeaient. Après 5 minutes, on arrête. Attends, il y a encore 2 latkes ici dans la... 5 minutes, 5 minutes, on arrête. Mais elle est bon, chaude, bien, je veux manger. Non. Il a fait comme ça, pour apprendre à respecter la discipline. D'apprendre à savoir faire des limites dans chaque chose, dans la parole et dans ce combien de gens regardent quelque chose. Quand on des limites, savoir dominer, de ne pas se laisser aller. Et ça, il faut apprendre. Mais quand l'enfant il est petit, les parents ils peuvent contrôler la chose. Je peux t'enlever. Tu lis un bouquin, voilà, tu regardes maintenant Lucky Luke. Bon, voilà, vous pouvez lire Lucky Luke. Alors, quand l'enfant il a 8 ans, ça y est, maintenant il faut faire les devoirs. Ah non, je vais continuer à lire. Bon, si les parents ils veulent, ils peuvent lui enlever. Ça y est, on enferme. Il n'y a pas de Lucky Luke. Maintenant tu fais des devoirs. Bon, un enfant, non, bon, il n'y a pas d'état, tu es plus fort que lui. Mais il y a des parents qui croient que ce système, ça marche quand l'enfant a 13 ans et quand il a 15 ans. Jusqu'à un moment, il va remarquer que le fils ne se laisse pas prendre son Lucky Luke. Ou peut-être un autre livret. Ah non! Quoi? Je t'enlève? Non? Je ne pas? Non! Je continue le Lucky Luke. Et tiens, le père, et tiens. Ouh. Quoi? Tu veux un coup? Je peux donner un coup, mais quand je t'avais 8 ans, je t'ai donné un bon truc. Tricha, ça marchait. Et à 15 ans, tu donnes tricha. Des fois, les enfants, papa, quoi?
Et les parents, ils se arrachent les cheveux. Il voulait me frapper, mon fils. Une mère me dit, mon fils m'a frappé. Alors j'ai appelé mon frère, il a massacré mon fils. Et il m'a frappé. Mais d'où tout ça sort? D'où ça sort? Ah, évidemment. Évidemment, ses parents, ils n'ont pas bien préparé l'adolescence. Ils n'ont pas bien préparé. Quand l'enfant il est petit, tu peux à la rigueur lui arracher le Lucky Luke. Quand tu veux qu'il fait les devoirs, qu'il va manger, qu'il va dormir. Mais à un moment, tu ne peux plus lui arracher. Il faut que lui-même, il enlève. Il faut que toi, tu l'éduques de façon que lui-même, il enlève. Qu'il comprend, les devoirs sont d'abord les devoirs. Je lis un peu, maintenant, il faut que je fasse les devoirs. Maintenant, il faut que j'aille au lit. Et tu éteins la lumière pour qu'il dort. Il faut savoir, est-ce que tu fais ça avec une bataille? Quand c'est avec une bataille, c'est pas bon. Et des fois, il faut y batailler. Quand les adolescents arrivent à l'adolescence, ils veulent tester les parents. C'est une des grandes règles. Ils veulent voir jusqu'à où ils peuvent se prendre leur liberté. Jusqu'à où ils peuvent se séparer des parents. C'est-à-dire la séparation de ce que les parents font et de la façon comment ils ont éduqué les enfants. Cette séparation, elle est naturelle, elle est obligée, elle est obligatoire afin que l'enfant peut après se faire son chemin pour pas rester toujours comme un petit enfant. C'est obligé et dans cette liberté que l'enfant il se cherche, il ne sait pas exactement combien de liberté on lui laisse. Donc ils essayent de tester. Ils veulent aller plus loin, beaucoup. Et quand il va beaucoup, ça va être très beaucoup. Alors il faut faire des limites. Il faut apprendre jusqu'ici. Mais non, ça tu peux pas. Ça, je te laisse pas. Et il faut que l'enfant, il comprend où les parents, ils veulent qu'on fait la limite. Alors tu peux aller... Un enfant, cette dernière fois, un père était chez moi avec un garçon de quel âge il a 15 ans. Il veut sortir avec ses enfants, manger une pizza avec ses copains. Il n'y a pas de question, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas manger une pizza au restaurant, il n'y a pas de question. Ça a duré 1 année la bagarre. 1 année ça a duré. Et le fils, il n'est pas parti. Et les copains, ils ont tous rigolé de lui. Mais toi, tu ne viens pas où ton père, il est au 19e siècle et tout. Alors ils sont venus chez moi, je le laisse, je ne le laisse pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font les copains? Ils vont au restaurant. Elle dit, que des garçons seuls, les garçons de filles? Non, c'est que des garçons. Ils vont dans un pizzeria cachère. Qu'est-ce qu'ils parlent là-bas? Ils parlent des gros mots? Non. Mais je ne veux pas que mon fils il s'habitue. Je ne veux pas que mon fils il s'habitue. Mais le fils il se sent mal. Et tous les copains ils vont. Ah, lui il n'a pas de radin. Alors je parle avec le fils, il dit, je ne sais pas, mon père il veut que j'aille en cachette, et bien je vais aller en cachette. C'est ça qu'il veut le papa. Je peux aussi aller dans un restaurant, je peux aller pire que ça, non? Si je veux, papa ne va pas être au courant. Et le père il croit encore que le gamin il a 5 ans, il a 6 ans, il peut, le fils il peut partir. Il peut partir, mais pas avec des copains religieux dans une pizzeria manger pizza. Il peut aller ailleurs. Les portes sont ouvertes. Très facile. Les portes du Guéhenam sont ouvertes. Il va aller chez les copains, il est avec les copains frogs. Et les autres, ils ne font pas de bêtises, donc il ne va pas faire de bêtises. Le contraire, les copains, ils vont le protéger. Ça, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il faut laisser, il faut surveiller, il faut conseiller, il faut mettre des limites. Quoi, tous les jours, le père me dit, tous les jours ils vont aller au restaurant, ça va finir mal. Dis pourquoi le père, il a parlé, le fils, il a parlé de tous les jours de voir une pizza. Il a parlé de tous les jours. Non, il n'a pas parlé de tous les jours, il a parlé une fois, de temps en temps. Donc, pourquoi tu dis tous les jours? On ne va pas parler de tous les jours. C'est pas ça la question. Il ne faut pas déformer. Il ne faut pas... Ça c'est encore facile à gérer. Voilà,
Mais bien sûr, pour préparer bien cette époque d'adolescence, bien sûr, ça se prépare quand l'enfant il est encore petit. Tout le monde connaît ce qui est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. D'ailleurs, il y a une petite allusion dans la parasha de cette semaine aussi. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Vouaya Monesh Vacham. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il disait les qualités de ces 5 élèves. Alors, parmi eux, il y avait un, le plus grand Chacham, il s'appelait Rabbi Shua ben Hanania. Et Rabbi Shua ben Hanania, Ashri Yoladeto, heureuse, celle qu'il a mis au monde, sa mère. La grand elle explique, quand il est petit, la mère, elle prenait le berceau avec son fils, elle l'a mis au Beth Midrash ou le Chachamim Midrash ou derrière le truc, pour que l'enfant il entend les Chachamim en train d'étudier. Ça veut dire que la Gemara raconte ici quelque chose que quoi? Elle nous raconte que comment Rabbi Yeshua est devenu le plus grand Chacham, c'est parce que la voix de la Torah lui est rentrée dans les oreilles quand il était petit. Plus qu'on est petit, on entend la voix de la Torah, ça rentre, ça s'imprègne, évidemment. Aujourd'hui, on a vu dans la paracha, quand Léa, elle s'arrêtait à avoir un enfant après Yehuda, elle a dit à Yaakov, marie-toi avec ma servante, comme elle s'appelle Bilha. Elle a dit, Veteiled al birkai vibane gam anochi mimena. Veteiled al birkai, qu'elle accouchera sur mes genoux, vibane gam anochi mimena, moi aussi je vais me construire. C'est-à-dire quoi la traduction littérale de Veteiled al birkai? Elle accouchera sur mes genoux. C'est quoi la traduction littérale? Bon, le sens il est, je vais l'élever. Mais littéralement, elle va accoucher sur mon genou. Ça veut dire quoi? Veteled al birkai. C'est-à-dire que moi, Rachel, je serai la sage-femme. Et quand elle va accoucher, al birkai, je vais prendre l'enfant sur mon genou. Ça c'est la traduction littérale. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Rachel? Elle veut dire quoi? Elle veut dire, le klal il est, quand le Hamash nous raconte que deux tzadkaniot à Mitzrayim, Yochevet et Myriam, elles étaient les sages-femmes. Comment elle s'appelle déjà la sage-femme? Shifra et Poua. Et c'est Yochevet et Myriam, la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu, des prophétesses. Mais elles ont des surnoms. Shifra, Al-Shem Shaper et Avlad. Poua, chez Poua l'Avlad. Elle parlait à l'enfant. Ça veut dire quoi, elle parlait à l'enfant? La Torah nous raconte que pourquoi le peuple juif à Mitzrayim est devenu le peuple élu à la fin. Parce que la première personne que ces enfants ils ont rencontré dans leur vie, c'était des tzadkaniot qui parlaient. La Torah parlait avec l'enfant. La Torah nous raconte, elles avaient dit Hashemai, Vatirena hamialdot et Elokim velo asu kasher diber aleim elech Mitzrayim vatechenet hailadim. Les deux sages-femmes craignaient Dieu, plus qu'elles craignaient l'empereur. Paro il a dit, si vous ne tuez pas les enfants, on va vous massacrer. Elles craignaient plus Dieu. Donc, quand ces deux sages-femmes avaient l'enfant, ils disaient, tiens, bon juif, tu seras un bon juif, tu seras Yireh Shamayim. Myriam, elle chantait. Et l'enfant, quand il est né, il entend ce chanson, ça rentre dans les oreilles. Ça, c'est ce qui est marqué à Ashrei Yoladeto.